donner espoir. Mais la justice doit rester et demeurer noble. Mais la justice, c'est une abstraction. C'est un tout. Ce sont des cours et tribunaux, ce sont des magistrats, ce sont des avocats. Mais je connais un magistrat qui était président d'une justice de paix, qui aimait dire la justice c'est moi, le tribunal c'est moi. Mais en réalité, on pouvait le voir pour des urgences chez lui à la maison et il prenait des décisions. Ça veut dire que cette noblesse doit rester attachée à vous, à vos personnes, prises individuellement avant d'être incarnées collectivement, avant d'être incarnées institutionnellement. Cela doit vous rappeler, Monsieur le Président, que ce que vous faites est noble, qu'être juge n'est pas un métier, mais une vertu. Pendant de longs millénaires, le rouge a été, en Occident, la seule couleur digne de ce nom. La seule véritable couleur, tant sur le plan chronologique que sur le plan hiérarchique. Il a dévancé toutes les autres. Cette primauté du rouge se trouve dans la vie quotidienne, de même dans les représentations et les rituels. Il est fréquemment associé au pouvoir et au sacré. S'accompagne d'une symbolique très riche et semble parfois doté de pouvoirs surnaturels. Ce que je viens de dire n'est pas de moi, Monsieur le juge président, Messieurs les juges, assesseurs. Ce que je viens de dire est de Michel Pastoureau. Il a fait un ouvrage fondamental intitulé « Histoire d'une couleur » pour souligner tout simplement la spécificité du rouge dans l'histoire des mentalités et des symboles. Le rouge, c'est aussi un symbole. Vous incarnez à la fois la rigueur, l'espoir, la noblesse, le surnaturel, le pouvoir. Mais vous êtes des symboles. Vous êtes des symboles. Et vous devrez vous comporter comme tel pour éviter que l'inquiétude du président Moussa Dadis Camara nous l'affecte, pour éviter que son inquiétude devienne après une véritable réalité. D'ailleurs, dans l'ancienne France, l'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. L'habit des magistrats devrait être l'habit des rois. Le rabat, que nous appelons encore bavoir, et c'est pour ça que certains jusque-là continuent d'appeler des avocats les baveux. Quand on dit un avocat baveux, ce n'est pas une injure, parce qu'il porte des rabats, c'est-à-dire cette large cravate, plastron, que nous portons tous, signifie le livre de la connaissance. Alors, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, par votre position aujourd'hui, par ces rabats que vous portez, qui ont la couleur blanche pour symboliser l'espoir, vous êtes dépositaire de toute connaissance. C'est pour ça que c'est votre vérité, la vérité que vous rendrez
qu'on va appeler la vérité judiciaire, c'est celle-là qui passera. Ce n'est pas ce que je vous dis. Ce n'est pas ce que le parquet vous a dit. Ce n'est pas ce que les parties civiles vous ont dit. Ce n'est pas ce que les autres de la défense vous ont dit. C'est d'ailleurs une convention. On a voulu que ce soit vous. On s'est entendu. Et quand vous rendrez une décision qui ne nous plaise pas, nous n'aurons le choix que d'exercer des voies de recours pour marquer notre désaccord. Désaccord parce que le droit n'a pas été bien dit, ce qui n'enlève pas le fait que vous restez, vous, la bouche du droit. L'épitose, même si nous continuons à le porter, qui est cette bande d'étoffe garnie d'hermine, le ministère public est tellement resté dans le passé qu'il a pensé que parce que dans le passé, son épitose avait du rouge dans le blanc à la fin, ce qui symbolisait le sang, ce qui lui permettait même de requérir les peines de mort ou les peines les plus graves qui sont afflictives et infamantes, loin de comprendre la réalité, l'actualité, décidé de distribuer des peines, mais je vais y arriver. Cet épisode, cette épitose, est véritablement la marque de la magistrature. Voyez-vous donc, Monsieur le Président, que le port de la robe est obligatoire pour tout acteur, pour vous magistrats, pour nous avocats, non pas pour une simple forme, non pas pour un simple symbole, mais parce que ça a un sens. Et justement, les expressions rigueur, espoir, beauté, noblesse, pouvoir surnaturel, sacré, royauté, qui caractérisent la justice, qui la rendent particulière, qui la rendent respectable, est aujourd'hui incarnée par vous. Et comme je vous l'ai dit, le président Dadis fonde tout espoir sur vous. Et cet espoir qu'il fonde en vous, il ne l'a pas inventé, il ne l'invente pas, parce qu'un des symboles que vous aviez, qui est la couleur blanche, lui fait vivre cet espoir-là. Monsieur le Président, un pays peut fonctionner sans aucun pouvoir législatif. Vous savez, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, qui est incarné par le Parlement ou l'Assemblée, quand on a une chambre qui ne compose que d'une assemblée. Le pouvoir exécutif, qui est incarné par, passez-moi l'expression, le gouvernement. Et l'autorité judiciaire, qui est incarnée par vous. Un pays peut bien exister, peut bien fonctionner normalement, sans aucun pouvoir législatif.
l'exemple le plus patent, c'est dans nos pays où il y a des régimes venus par coup d'État, où on suspend tout, où le président est permis, par décret-loi, par des ordonnances, à jouer le rôle du pouvoir législatif. C'est arrivé chez nous en Guinée, et aujourd'hui nous n'avons pas une assemblée, nous avons plutôt un CNT qui joue le rôle d'assemblée. Mais la Guinée vit. Un pays peut fonctionner même quand ça ne va pas au niveau de l'exécutif. Pendant 3 ans, la Belgique a vécu sans gouvernement, mais l'administration a continué. Mais un pays ne peut pas fonctionner normalement sans aucune justice. Même dans un pays despotique, la justice du despote est mieux que l'absence de justice. Même dans un pays de dictature, la justice du dictateur est mieux que l'absence de justice. Voilà campé l'importance, le pesant de ce que vous incarnez aujourd'hui, ce qui va vous permettre justement de juger ces hauts commis de l'État qui sont aujourd'hui renvoyés devant vous. C'est en étant auréolé et vêtu de ma toge que je me tiens devant vous, vêtu et auréolé également de vos robes. Depuis presque 1 heure, pour plaider cette affaire, c'est en étant convaincu que votre serment, dont j'ai parlé, que les charges liées au port de votre robe que vous portez, dont j'ai parlé, c'est en étant convaincu que ces éléments seront la bréviaire qui doit vous guider vers le respect de la loi, la seule autorité à laquelle vous êtes soumis, que je vais donc me tenir devant vous, devant la plénitude et l'entièreté de la composition de cette juridiction, pour défendre l'honneur d'un homme, pour défendre l'honneur d'un militaire, pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État, pour défendre l'honneur d'une victime, pour défendre l'honneur d'un miraculé, pour défendre l'honneur d'un exilé, pour défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir, pour défendre l'honneur d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin devenu, pour des raisons politiques, inculpé, devenu, pour des raisons politiques, accusé, obligé de se défendre devant vous. C'est auréolé justement de cette robe que je vais me tenir devant vous pour défendre un républicain, l'honneur d'un républicain, l'honneur d'un patriote et l'honneur d'un prisonnier, que je vais même appeler prisonnier politique depuis près de 14 ans. Alors, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, j'ai commencé par vous dire que je me tiens devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, un homme ordinaire au destin singulier. L'honneur, c'est la conscience.
mais la conscience exaltée. C'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie, porté jusqu'à la pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente. Ce n'est pas de moi, c'est d'Alfred Vigny, la servitude des grandeurs militaires. Je suis donc devant vous ce matin pour défendre l'honneur d'un homme bon, très bon, et d'une bonté rare, voire rarissime, que l'on veut faire passer peut-être pour un monstre. Je vais passer 1 heure uniquement pour parler de sa personnalité. Heureusement que nous sommes dans un procès criminel. C'est le procès de la personnalité des accusés. Je vais parler du président Moussa Dadis Camara. Je vais défendre l'honneur d'un homme généreux, d'un homme d'une exceptionnelle humanité, d'un homme honnête, d'un homme sincère, très sincère, d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice, d'un homme avec plein de vertus reconnues unanimement par ceux qui l'ont côtoyé, par ceux qui l'ont connu. Par ceux qui l'ont vraiment connu, par ceux qui l'ont vraiment côtoyé. Un honneur qui a été sali et mis dans la boue. Un homme d'honneur. Le président Dadis est un homme d'honneur. Un homme d'honneur, c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité. Le président Moussa Dadis Camara, malgré les coups reçus, mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement, de l'atteindre peut-être physiquement, parce que les coups reçus peuvent rendre malade. Malgré les coups reçus pour l'atteindre, pour atteindre sa réputation, est encore là. Il est là, il est ici. Il est dans cette salle. Il a bonne mine. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que s'adressant à lui, un conseil des partis civils a même parlé, évoqué dans cette salle de déshonneur. Voilà pourquoi je vais faire plus d'1 heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme. On a parlé de déshonneur, motif tiré de ce qu'il est en détention. Je veux vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. Dès le début, je vous ai dit que cet homme, j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013. Et que je l'ai vu un jour d'amour, le 14 février 2013. Cela fait donc plus de 11 ans, bientôt 12 ans, que je le côtoie. Cela fait
toutes ces années, pendant toutes ces années, il le sait. Et que je lui ai toujours dit, soyez préparés dans la tête. Je vais y revenir d'ailleurs. Qu'en Guinée, vous pouvez bien aller en prison. Mais cela ne l'a jamais empêché de crier « Oh !» quand il est fâché, de s'adresser à toutes les autorités. Je vous trouverai des documents que personnellement j'ai écrits au juge. Je vais les lire ici et vous allez voir les réponses que ces juges me donnaient, également par écrit, pour comprendre qu'on a voulu anéantir un homme d'honneur. Depuis, c'est pour ça que j'ai commencé par dire je défends un homme, après je défendrai un militaire, après je défendrai l'honneur d'un ancien chef d'État, après je défendrai l'honneur d'une victime, après je défendrai l'honneur d'un exilé, après je défendrai l'honneur d'un miraculeux, après je défendrai l'honneur d'un républicain. Je rappelle que quand on parle de déshonneur, parce qu'il est en détention, que quand il est arrivé à Conakry et qu'il est allé se constituer prisonnier, quand ses co-accusés discutaient, il était le premier à embarquer à bord de ce véhicule sur lequel était marqué « Procès des événements du 28 septembre ». Je rappelle que même si sa détention n'est pas utile, et je vais vous en parler, parce qu'on ne parle que de détention nécessaire. La détention du président Dadis n'est pas utile. Ça vient devant puisque je parlerai d'un prisonnier. Et vous comprendrez pourquoi ce n'est pas utile. Vous comprendrez pourquoi la justice guinéenne est passée à côté. Vous comprendrez pourquoi la justice guinéenne n'a pas donné le bon exemple aux autres États. Vous comprendrez qu'à cause de sa détention, d'anciens chefs d'État refusent de rentrer dans leur pays. Parce que tout simplement, ils ont peur d'être détenus. Parce que ceux qui s'engagent sur cette voie-là sont humiliés, sont déshonorés. Parce que le président Dadis a été déshonoré. Parce que le président Dadis a été sali. Parce que le président Dadis a été mis dans la boue. Parce que le président Dadis a vu son honneur suer. Mais je vais vous rappeler que sa détention, bien que n'étant pas utile, est honorable pour l'image du pays. Je reviendrai là-dessus. Il n'est pas le seul dirigeant à être emprisonné, à être détenu. Peut-être, et c'est là la certitude, qu'il est le seul dirigeant à être embastillé. Et je pèse mes mots, au vu de ces conditions carcérales et des traitements dont il a été victime, comme une supplice, une potence, une bagne, alors même qu'il n'est pas encore condamné. Je rappelle que d'autres anciens chefs d'État, ou futurs chefs d'État, ont connu la prison. Je ne vais pas aller loin, je vais commencer par notre pays. Le président Alpha Condé a connu la prison avant d'être au perchoir, avant d'être au plus haut niveau, à la maison centrale de Conakry, à l'hôtel 5 étoiles, où on reçoit les gens sans titre de détention, mais simplement par un courrier fait par un procureur qui nous a pourtant dit ici qu'il ne contrôlait même pas la maison centrale. Je vais y arriver d'ailleurs.
Le président Alpha Condé y a fait presque 3 ans. Lui, il a été d'ailleurs condamné. Et son environnement s'appelait Alpha Condéya. Mais il a quitté là-bas. Il a fait 11 ans de pouvoir. Et nous connaissons la suite. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Cet avocat militant qui a passé plus d'un quart de siècle détenu simplement parce qu'on ne voulait pas qu'il soit opiniâtre. Nous sommes opiniâtres et nous attendons surtout de ce tribunal d'être opiniâtre. Nous attendons de ce tribunal de savoir observer. Nous attendons de ce tribunal de savoir faire ses propres opinions. Nous attendons de ce tribunal de le faire en toute liberté et en toute liberté et éloigné de toute pression. Ces pressions peuvent venir de tous les côtés et vous induire en erreur. Je vous parlerai d'ailleurs des causes de l'erreur judiciaire à la fin. Et c'est par ça que je terminerai, pour vous comprendre que le système peut vous mettre en erreur, c'est la première cause. Pour que vous compreniez que les personnes peuvent vous induire en erreur. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas gens de justice. Mais il y en a qui sont gens de justice, mais qui sont surtout dans cette salle. Et qui peuvent être tant les avocats des parties civiles que les parties civiles elles-mêmes, tant le parquet que même les avocats de la défense. Je vais même plus loin, que même les accusés pourraient vous induire en erreur. Mais ce sera la dernière partie de mes plaidoiries. Jacob Zuma, le président sud-africain, ou l'ancien président sud-africain, est allé en prison, a été détenu. Et d'ailleurs, son cas est un peu particulier. Il n'est pas allé pour l'affaire pour laquelle il était poursuivi, mais il y est allé pour avoir attenté à l'honneur des magistrats de la Cour constitutionnelle. Voyez-vous encore comment vous incarnez la noblesse? Un homme qui a été le premier magistrat de son pays est renvoyé derrière les barreaux, est emprisonné parce qu'on lui reproche de n'avoir pas respecté les magistrats qu'il a lui-même nommés. La justice, c'est un monde singulier. La justice, c'est un monde particulier. Le magistrat, c'est un acteur judiciaire particulier. N'oubliez pas cela. N'oubliez jamais cela. Si vous passez à côté de cela, vous n'exercerez pas loyalement et en toute dignité votre mission. Vous n'assumerez pas vos responsabilités. C'est donc de la présidence qu'il a connu 15 mois de prison. Ben, il est vite sorti après 3 mois. Le président Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a dit un jour, mais la MACA, c'est mon deuxième domicile. En fait, la MACA, c'est la maison d'arrêt centrale d'Abidjan. C'était son deuxième domicile quand il était opposant. Parce qu'à tout moment,
à tout moment, chaque fois que ça n'allait pas, étant le seul opposant de feu, président Nana Félix Houphouët-Boigny, il était toujours là. Il s'était habitué au point de dire à tous qu'il avait 2 domiciles. Celui-là où est effectivement situé le centre de ses affaires, son principal établissement, sa maison, sa demeure, et la Maca. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée, et d'ailleurs j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison, puisque je parlerai d'un homme responsable. Je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Mais toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines. Ce républicain qui est assis devant vous l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président. Pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit, vous voulez les garder en prison, Monsieur le Président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison. Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici.
Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est là encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser, que je m'adresse à vous en toute dignité. Je sais que si c'est dehors, ben je me permettrai de dire, mon cher ami, c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme. On ne peut pas salir son image. En tout cas, nous n'accepterons pas. Je l'ai promis de rester à ses côtés. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté sur l'autre volet, parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation qu'il a subie, qu'il est encore en train de vivre, pas parce qu'il est devant vous, il a voulu, il a tenu à être devant vous, mais tout ce qu'il a reçu comme coup. Le dernier, pour que je m'arrête là, parce que je n'ai parlé que des chefs d'État du continent africain, mais Lula da Silva, je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien, il a même été giflé par une greffière. Le saviez-vous? Il est revenu et il est devenu président. Parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la Cour suprême. Être en détention, Monsieur le Président, rassurez-vous, ne considérez pas que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non! Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Et en parlant de la République, je reviendrai pour vous donner l'exemple des États-Unis. Parce qu'on a aussi parlé des États-Unis. Il faut bien que l'on parle du président des États-Unis. Ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé. Voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perchoir. D'autres ont connu la prison après le perchoir. D'autres l'ont connu avant et après. Ce n'est donc pas un déshonneur pour le président Dadis de se voir en détention, surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la justice de son pays. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un symbole que tous les chefs d'État devraient suivre, que tous les anciens chefs d'État devraient suivre. Il vaut mieux
être à la disposition de son pays qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs. Je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ. Par les partis civils. Il faut reconnaître qu'à l'égard du président Dadis, le ministère public qui est devant nous, et ça, c'est à son actif, a eu toutes les attitudes d'honneur vis-à-vis de lui. Il est même arrivé, pardonnez-moi, monsieur le procureur, de le dire, pardonnez-moi vraiment, parce que je sais que c'est bon, c'est pour ça que je dois le dire. Il est arrivé que ce soit le procureur qui m'interpelle, pardonnez-moi vraiment, par SMS, pour me dire, est-ce que votre client n'a pas de souci quand il était là à cette barre? Alors voilà quelqu'un qui veille. Il est arrivé qu'il s'inquiète. Il est arrivé qu'il me dise, si ça ne va pas, vous pouvez demander un renvoi. Vous l'avez fait pour vous singulariser positivement. C'est le lieu de le dire. Tant que vous n'attaquez pas, vous ne vous découvrirez pas. Vous ne vous exposerez pas à une riposte adverse. Et tant que vous faites du bien, l'une des vertus de chez nous, c'est bien la gratitude. Il faut qu'on vous en manifeste. Puisque celui pour qui vous l'avez fait ne le sait pas. S'il le savait, il serait le premier à manifester cette gratitude. Alors je me permets donc de le faire. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Je viens donc devant vous ce matin, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, pour défendre l'honneur d'un homme dont la réputation déjà souillée, dans la boue et dangereusement affectée. Pourtant, cet homme-là est un homme de valeur. Pourtant, cet homme-là est un symbole. Pourtant, cet homme-là est un exemple. Pourtant, cet homme-là est tout ce qui est l'incarnation du bien et du bon et du beau. Oui, le président Dadis, que vous jugez, tenez compte de sa personnalité, qu'on a souvent oublié dans cette salle. Alors que ceux-là qu'on juge, on juge d'abord leur personnalité. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je n'ai pas fini de parler de l'homme. Parce que je ne finirai pas, même si je passerai toute une journée à parler de lui. Mais je vais parler du militaire.
pour ne pas oublier cet aspect. Je vous ai dit que je me tenais devant vous pour défendre l'honneur d'un homme, mais aussi l'honneur d'un militaire. Alors, je veux parler d'un militaire qui a fait et qui continue, je le dis en ayant peur, de faire l'unanimité. Parce que je ne voudrais pas que cela soit interprété comme si il était encore dans la réalité du pouvoir militaire. Il l'a d'ailleurs quitté, je peux vous le rappeler. Et tous les courriers ont été faits par moi. Il a adressé un courrier. Voilà un véritable républicain. Hein? Il ne s'est pas contenté d'adresser un courrier au chef d'état-major général des armées. Il l'a fait. Il l'a adressé au ministre de la Défense. Il l'a adressé au président de la République. Il l'a adressé au ministre de la Justice. Il l'a adressé au premier président de la Cour suprême. Il l'a adressé à tous pour leur dire « Je prends congé de l'armée ». Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on parlera de sanctions militaires, parce que si il ne l'avait pas été fait, il aurait été encore humilié. Humilié, non pas uniquement par certaines personnes, hors de la sphère politique, hors de la sphère publique, mais humilié par une décision qui ferait tâche. Vous savez, Monsieur le Président, le 4 novembre 2023, parce que ici, presque tous les avocats de la partie civile en ont parlé, pour encore humilier l'homme, le salir. Un commando a pris d'assaut la maison centrale pour enlever le président Moussa Dadis Camara. Si ça n'avait pas été dit dans cette salle, j'en aurais pas parlé. J'en parle parce que je sais mieux que n'importe qui cela. Je sais, parce que encore dans mon lit, à 7 heures, quand sur les réseaux sociaux j'ai appris, j'ai appelé le procureur de la République avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le procureur général avec qui j'ai discuté. J'ai appelé le garde des Sceaux qui m'a dit qu'il n'était pas en Guinée. J'ai appelé le bâtonnier de l'ordre des avocats. Parce que dans mes discussions, il était question, j'ai été très clair. J'ai dit, vous saviez que le président Dadis ne peut pas s'évader. Et de toutes les façons, si aujourd'hui à la maison centrale, il y a tout un camp ou même des camps qui entourent la maison centrale, c'est bien parce qu'il est là-bas. Si aujourd'hui à la maison centrale, même pour nous, avocats, il est difficile d'entrer, c'est bien parce qu'il est là-bas. Nous sommes en Guinée depuis longtemps. Je suis avocat depuis bientôt 14 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Alors, et je suis toujours parti là. Parce qu'on n'a pas pu assurer sa sécurité que des personnes sont venues l'enlever. Et quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est que le président Dadis
le colonel Moussa Thiebro Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi partageaient la même cellule. Mais puisqu'ils n'ont pas les détails, on se dit, mais comment on a pu tel. Et leur cellule faisait directement face. Ce commando est donc allé. Mais nous sommes des civils. Hein? Nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous pouvons parler de n'importe quelle règle de droit. Mais si en pleine nuit, un commando vient armé, avez-vous le temps de discuter? Mais pourquoi lui, son enlèvement était nécessaire? Parce que c'est un ancien chef d'État et chacun sait que toute l'attention allait être concentrée sur lui. Je sais, parce que c'est moi qui étais au milieu des 10 pick-up de gendarmes, avec un gilet anti-balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours, c'est qui? Pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat Mendio Kamé ». Alors que lui-même est un professionnel. Ça vous dire combien psychologiquement, combien moralement une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi, c'est encore moi qui ai tout fait avec ces 10 pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule. Et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur. Lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21 h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant a demandé comment voilà. C'est à partir de là comment déposer. Parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous restituons la vérité telle qu'elles sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elles fussent. Parce que nous avons été là. Alors, que cela soit clair, que cela soit vraiment clair, on ne peut pas continuer à humilier un homme. Ce militaire de l'armée guinéenne a aussi un destin atypique.
Ces militaires, dont l'itinéraire ressemble à un fabuleux parcours de flammes jumelles, tel le récit sans concession de la construction d'une vie. Ce n'est pas de moi, monsieur le juge président, monsieur les juges assesseurs. C'est de Léna Corgne. Il a écrit un document intéressant intitulé « Un destin atypique, le fabuleux parcours de flammes jumelles ». Alors là, je vous conseille de lire ça. Ce militaire de l'armée qui, après avoir fait ses épreuves en tant que soldat, sous-officier, officier, a été porté à la tête de son pays en 23 décembre 2008, après la mort de feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Ce militaire de l'armée guinéenne, inconnu du grand public, installé au plus haut perchoir des fonctions régaliennes et autres confondus de notre pays, non pour son intelligence. Il n'était pas le plus intelligent. Et il vous l'a dit ici, il l'a dit partout, il le dit partout où il va. Non pour sa force. Il n'était pas le plus fort. Il vous l'a dit ici, il le dit partout où il va. Non pour sa beauté, il n'était pas le plus beau, il vous l'a dit, il le dit partout où il va. Non pour son éloquence, il n'était pas le plus éloquent. Non pour ses diplômes académiques et militaires, parce qu'il n'était pas le plus diplômé, monsieur le président. Non pour son grade. Il était d'ailleurs capitaine devant des généraux, des colonels, devant des commandants. Mais uniquement pour ses valeurs, sa modestie, sa simplicité, ses vertus patriotiques, pour son sens élevé de l'honneur, de la dignité et de la justice, et même de l'équité. Et même de l'équité. Vous savez, le droit est parfois injuste. Hein? Le droit, il est parfois injuste. La seule façon de rendre juste le droit, c'est de vous rabattre sur l'équité. Cet homme-là a été équitable à tout point de vue. Il a été choisi pour la confiance et haute vertu, reconnu unanimement, non sans opposition, parce que d'aucuns ont dit ici que ce n'était pas l'unanimité, il y avait des oppositions. Mais le Christ n'a pas fait l'unanimité. Hein? J'ai ma Bible. Avant de commencer à plaider, j'ai lu. J'ai lu des versets, j'ai lu des psaumes. Parce que je me sens bien protégé. Mais le Christ, il n'a pas fait l'unanimité. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas fait l'unanimité. Quel prophète connaissez-vous qui a fait l'unanimité? Même Dieu ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des athées qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Et j'en connais qui, dans son isolement, a par erreur tenté d'ailleurs d'effrayer Dieu en disant « Je suis malade, si je mourais et que je venais où vous êtes, si vous êtes vraiment là, vous verrez, vous aurez affaire à moi. » Mais si Dieu ne peut pas faire l'unanimité, si le Christ n'a pas fait l'unanimité, si le prophète Mohammed n'a pas fait l'unanimité, monsieur le président, bon Dieu, pourquoi le président Dadis ferait l'unanimité? Lui qui est humain, lui qui est imparfait, lui qui a plein de défauts. Donc c'est non sans opposition. C'est même non sans jalousie. C'est même non sans méfiance. C'est même non sans défiance. Alors, voilà le militaire.
Voilà. Ah, je vais répéter un confrère. Voilà l'enfant de Koulé, le fils de Mamadi Koulé. Mais je vais en parler. Je vais en parler. Monsieur le juge président, messieurs les assesseurs, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'État. J'ai défendu l'honneur d'un homme. J'ai défendu l'honneur d'un militaire. Il faut que je défende l'honneur d'un ancien chef d'État, d'un ancien président, puisqu'il l'a été. Un ancien chef d'État incompris, mais incompris. Malheureusement, qui n'a pas eu le temps de se faire comprendre. Un ancien chef d'État d'un État souverain africain, engagé et espoir de tout un peuple, de toute une population, de tout un pays, de toute une nation. Même les adversaires ici vous ont dit qu'il a suscité de l'espoir. Oui, le président Dadi, c'est un homme d'espoir. C'est pourquoi, par la couleur blanche qui surplombe vos rabats, ils font de espoir en vous. Et il est convaincu que cet espoir-là lui permettra de voir le bout des tunnels. Le président Dadis est un éveilleur des consciences. Il l'a fait parce qu'il forçait l'admiration. Un des actuels avocats généraux m'a dit qu'il était à la Sorbonne. Je ne parle pas de la Sorbonne Université. La Sorbonne, c'est un lieu au plateau, à Abidjan, où il a été surpris de voir des gens parler de moi. Où il a été surpris de voir des gens avec des écrans géants suivre l'homme. Parce qu'il éveillait les consciences. Il est juste venu à un moment où nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Si c'était maintenant là, comme vous voyez les pays de l'AES, les choses ne se seraient pas passées comme on le fait. Mais c'est une autre histoire et je vais en parler devant. Cet éveilleur des consciences était suivi et admiré au-delà des frontières de notre pays, au-delà des frontières de notre Afrique, par bon nombre d'Africains épris de liberté et fatigués du joug qui les soumettait. Ce joug-là venant d'ailleurs. Un président d'un État souverain africain déterminé à combattre les fléaux qui gangrènent son pays et qui freinent son développement, est résolu
à combattre les narcotrafiquants, leurs complices, où qu'ils se trouvent, et quel que soit le niveau de leur position dans la sphère étatique. Il est en train de vivre aujourd'hui tout ceci. Vous allez nous excuser, on va vous interrompre.